Alors, je me suis dit que j'avais pas mal de questions finalement qui restaient sans réponse. En tout cas, il y a des réponses, mais c'est pas facile de se faire toutes mes vidéos pour avoir des réponses comme ça. Et je me suis dit que du coup, on allait peut-être utiliser tout ça pour faire finalement une sorte de vlog, hein, et profiter de mes petites balades quotidiennes. Puis je pense que je vais en fait prendre ce prétexte pour parler avec vous et donc vous proposer d'en savoir un petit peu plus avec ce genre de vidéos pour vous éviter de regarder les 1300 vidéos que j'ai déjà fait. Voilà, donc je pense que ça sera plus sympa comme ça. Il y a une question qui me posait de temps en temps, c'est si j'ai beaucoup de maquettes et comment j'ai fait pour en avoir beaucoup. Alors j'ai l'impression qu'en fait dans cette question se trouve finalement un aspect que peu peuvent comprendre, à savoir que j'ai pas commencé hier. J'ai pas 10 maquettes, ni 20 maquettes, ni 30 maquettes, j'en ai des milliers. Et pour une raison très simple, et ça vous le savez certainement en suivant ma chaîne depuis longtemps, si c'est le cas, c'est que en fait j'ai commencé à 9 ans, j'ai pas été bon à 9 ans, mais j'ai quand même eu quelques maquettes qui ont finalement scellé mon destin. Et donc dans les années 80, j'ai découvert la joie finalement des soldes. Et c'était en 1985 exactement. Et ça a tout bouleversé pour moi parce qu'en fait j'avais bien compris qu'il y avait des magasins et des endroits où on pouvait trouver des choses moins chères qu'ailleurs. Mais avec l'apparition et des solderies et la découverte du principe des soldes en fin d'année, tout d'un coup en fait je me retrouvais avec la possibilité de trouver à vil prix, comme je le dis souvent, des kits qui étaient à 100 francs, 200 francs, 300 francs, parfois liquidés à 10 francs. Voilà, donc même quand on n'a pas d'argent ou très peu d'argent, il était toujours possible de se fournir finalement plus de kits et surtout plus de références qu'avant. Alors en 1985, c'était surtout des maquettes Robotech qui me faisaient envie l'année d'avant et que j'ai eu à tout petit prix au printemps Haussmann à 10 francs. D'ailleurs, celle que j'avais achetée, je vous en ai montré au moins une. Il y a certaines qui attendent d'être montrées. Je pense que je vais profiter de mon logiciel de montage pour vous montrer quand même les maquettes. Et puis, j'ai pas les boîtes, voilà, j'y peux rien. Je sais pas où elles sont passées. Donc, le fait est que j'ai commencé avec le gros de ma collection de maquettes de robots avec Robotech. Du coup, en plus des maquettes Dougram, j'ai eu les maquettes Macross, j'ai eu les maquettes Orgus, j'ai eu les maquettes de tout un tas de séries, pour certaines qui étaient encore totalement inédites et inconnues en France. Et puis tout d'un coup, révélation avec la diffusion sur la 5 de Robotech. Et alors là, je savais déjà où trouver les kits en question. Pour ceux qui traînaient, j'avais la possibilité éventuellement de voir si les prix avaient diminué, si c'était soldé. Et j'ai bien fait de surveiller tout ça parce qu'en plus de découvrir de nouveaux points de vente, j'ai pu effectivement acheter des kits qui me faisaient envie ici ou là, en sachant quels étaient les meilleurs prix. Je vous parle des maquettes, je vous parle même pas des jouets SAS. Donc on arrive à la fin des années 80. Et fin des années 80, donc là, plutôt période lycée. Et là, j'ai pu commander, grâce à des amis qui allaient au Japon, mes premiers kits au Japon, des premiers kits en soft vinyle, des kits en plastique. C'était pas forcément qu'au Japon. J'ai un ami qui m'avait ramené des kits qui coûtaient beaucoup plus cher qu'au Japon, mais au moins étaient disponibles alors que totalement inédits en France, notamment mes premiers kits Gundam, le Double Zeta Gundam que je vous ai présenté. Donc voilà pour Gundam. Pour moi ça a débuté vers 87 justement, 87, 88,
Et fin des années 80, donc c'était parti, c'était lancé. Et dans les années 90, avec le lancement d'Animeland, beaucoup moins de temps pour faire de la maquette, mais je continuais d'en prendre, d'en acheter. Ouverture de la boutique Madoka, qui du coup avait accès à beaucoup de kits du Japon. On était quasiment donc en phase avec le marché japonais, donc encore une fois du Gundam, mais pas que. Et ça, c'était quand même franchement cool. Fin des années 80 et début des années 90, c'est aussi la découverte des vides-greniers, en plus des puces de Montreuil et des puces de Clignancourt. Mais ça, du coup, ça a permis d'avoir accès à encore plus de maquettes, mais alors là, des maquettes, j'allais dire normales. Donc ça explique aussi pourquoi j'en ai autant qui dépassent le cadre de la science-fiction ou du fantastique. Pour faire des kits bash, en fait. Voilà, je savais pas que ça s'appelait kit bash, mais c'est ce qui m'intéressait, de prendre des kits comme ça. Puis en plus, souvent, déjà à l'époque, on pouvait avoir des kits avec de la peinture, des pinceaux, etc. À tout cela, évidemment, il ne faut pas oublier d'ajouter donc les amis qui allaient au Japon, mes contacts, dont un ami d'origine japonaise qui vivait en France, qui a pris sur lui d'importer en fait les premiers produits dérivés japonais dans certaines boutiques. Il y en avait deux principalement, à savoir Monde Mutant et ensuite Tonkam. Il y a eu aussi Éole, la boutique de maquettes Éole qui était du côté de Saint-Michel, à Maubert Mutualité exactement. Ça a fermé depuis, mais donc là-bas il avait déposé quand même pas mal de maquettes et de produits dérivés d'origine japonaise. Et comme on se connaissait et qu'on avait un intérêt commun qui était Robotech et Macross, mais aussi Mospida, Surf & Cross, enfin tout ça, le fait est que j'ai pu passer par lui pour avoir ni plus ni moins que des produits quasiment au prix japonais, au prix de gros, hein, sans passer par les boutiques, puisque de toute façon c'était des produits qui n'intéressaient pas les boutiques en question. Et c'est comme ça que j'ai pu vous présenter des maquettes de Dragonard, c'est comme ça que j'ai pu vous présenter des maquettes de Aura Battler d'Unbind, j'en passe et des meilleurs, donc merci à toi. Nao Kawashima, voilà, si tu regardes cette vidéo, merci à toi. Donc c'est quand même important de le noter, tout a débuté en fait vraiment avec lui au niveau de l'import de produits. Dans les années 90, ça devient monnaie courante pour les produits dérivés d'origine japonaise, mais pas que japonaise malheureusement. Beaucoup de boutiques commencent à en faire, mais c'est pas non plus à foison. Et fin des années 90, début 2000, il arrive plusieurs choses. Déjà, la première, c'est que fin 99, début 2000, Bandai France se met à importer du Gundam officiellement. Donc c'est comme ça qu'on a eu du Gundam Wing. Quelques années plus tard, on a droit à Gundam Seed. Ils ont tenu bien des années avant, entre guillemets, de laisser tomber parce que tout simplement ça ne fonctionnait pas. Ils ont repris il y a quelques années seulement, mais donc c'est quand même 20 ans d'efforts continus autour de ces maquettes Gundam. Mais surtout pour moi et les copains, fin des années 90, début des années 2000, c'est aussi la découverte, j'allais dire, du foisonnement des produits disponibles sur Internet, et notamment d'un site qui s'appelle Hobbyling Japan. Mais pas que, il y a eu aussi mandarake.co.jp, enfin voilà, les sites d'importation et d'exportation surtout de produits qu'on ne pouvait pas avoir directement, et donc du coup à portée de la main on avait la possibilité de commander comme ça des maquettes, donc forcément ça aidait, surtout que c'était au prix japonais avec un petit peu de réduction, s'ajoutait quand même les frais d'envoi et la douane. Coucou les filles, vous avez droit à Grisette et à Léa et à un bon coup de tonnerre tant qu'à faire, ça fait très cinéma. Et donc voilà, c'était dans les années 2000, voilà, c'était le foisonnement et la mise à disposition de produits, j'allais dire en temps réel. Voilà. Et pour être au courant, c'est simple, moi ça n'a jamais été le net, vraiment, même si avec HLJ ça a aidé pas mal, ça a été la lecture de Hobby Japan, de Dengeki Hobby Magazine. Enfin, quand je dis lecture, c'est feuilletage, parce que je ne peux pas prétendre lire le japonais,
mais du coup on voyait ce que ça pouvait donner et on voyait ce qui était proposé chaque mois. Donc c'était un certain budget, certes, mais pas forcément si élevé que cela, puisque je répète, donc entre les soldes, les opportunités, les prix de gros, les personnes qui pouvaient ramener des choses du Japon finalement, j'avais quand même l'occasion d'avoir pas mal de kits, notamment en japonais, à bon prix. Voilà. Maintenant pour les maquettes américaines, le fait est que je n'en ai jamais eu autant que en profitant de eBay. Voilà, eBay ça a été quand même aussi une plateforme importante au niveau de l'achat de maquettes, notamment en double, en triple, en quadruple de Star Trek, mais pas que. Il était possible à ce moment-là d'acheter à petit prix des lots déjà montés en mauvais état, incomplet, pour pas cher, parce que ce que je cherchais c'était pas la collection, c'était pas des kits sous plastique, et donc du coup à un moment sur eBay c'était quand même très intéressant. Maintenant ça ne l'est absolument pas, mais à un moment je pouvais avoir pour des sommes ridicules des tas de choses, et s'ajouter à cela les nouveautés des années 2000, à savoir pas seulement AMT URTL sur la fin, avant qu'il soit racheté par Round 2, mais surtout donc des maquettes de Polar Lights avec des nouveautés Star Trek, notamment autour de Star Trek Enterprise qui était sorti tout début des années 2000. Et donc là il y avait des maquettes aux États-Unis qui étaient disponibles, j'allais dire à petit prix, à des prix tout à fait normaux, mais à l'époque, donc le rapport euro-dollar était à notre avantage à nous. Donc finalement, ça coûtait pas bien cher en euros, les envois à l'époque coûtaient pas cher. Si on échappait à la douane, on pouvait avoir des trucs vraiment très sympas, des maquettes en 1 millième de Star Trek à peut-être même pas 10 euros. La grande maquette de l'Enterprise au 350 à peut-être aller 40 euros, frais de port compris. Donc vous voyez que là aussi, en fait, il faut profiter d'opportunités, et beaucoup de sites en plus maintenant, surtout aux États-Unis, n'hésitent pas à faire justement la technique des soldes, à savoir donc une maquette qui traîne dans le stock, c'est une maquette qui coûte de l'argent, donc on va la vendre moins cher. Si une maquette est abîmée, on va la vendre moins cher. C'est ce qui arrive souvent sur Cult TV Man, ça arrive de temps en temps sur Starship Modeler, coucou le tonnerre, quand ça pleuvoir sur moi. Et donc voilà. Donc là, vous voyez que déjà sur une trentaine d'années, je vous ai dressé le bilan d'opportunités d'achat. Donc imaginez ce que ça donne sur 40 ans. Et encore une fois, s'ajoute à cela les vides-greniers, les trouvailles dehors. J'ai trouvé, j'en ai parlé souvent, mais très souvent des maquettes à la poubelle, voilà, tout simplement. Et un peu moins de SF forcément que des maquettes normales. Le porte-avions Charles de Gaulle, ça c'était une belle trouvaille. Des avions, des bateaux, des tanks, tout ce que vous voulez, quoi. Voilà, donc je trouve souvent des objets, très souvent des objets. Il y a donc les vides-greniers, maintenant s'ajoute la ressourcerie, même si en 7 ans j'ai peut-être pu trouver allez, on va dire 3 ou 4 maquettes. Mais du coup, elles m'ont rien coûté. De temps en temps, je fais Emmaüs, je trouve pas souvent des maquettes, mais quand c'est le cas, c'est la joie. J'ai un ami qui, par contre, me trouvait souvent des maquettes pas chères à Emmaüs, à tel point qu'il me les offrait, donc voilà. Et puis, il y a les dons. Voilà, ça c'est plus récent, c'est-à-dire que des personnes qui voyaient que je faisais de la maquette et que j'étais capable de faire des choses sympas avec, m'en envoyaient ou m'en filaient. Ça arrivait de temps en temps, c'est pas l'essentiel de ce que j'ai dans mes collections, j'aime pas trop ce terme, mais voilà. Voilà, Arnaud par exemple, tu te reconnaîtras avec ce que tu m'avais envoyé il y a quelques années depuis Bordeaux, et j'ai modifié comme ça un faucon par exemple. Sandrine aussi, qui est d'ailleurs aussi du côté de Bordeaux, coucou Sandrine, qui m'avait filé les kits Star Trek qu'elle avait commencé ou pas, et qu'on avait acheté ensemble pas cher dans les années justement 90, et c'était genre 69 francs, la station Deep Space Nine avec tout l'attirail pour faire l'éclairage avec de la fibre optique, voilà. Donc voyez, encore une fois, tout s'explique.
et faut prendre les choses comme elles viennent à bras le corps et surtout faut être patient. Voilà, ça c'est si je suis pas patient quand je fais mes maquettes, par contre je suis très patient concernant l'obtention d'objets. Je peux pas l'avoir immédiatement, le prix est trop cher, ben, c'est pas grave, je le prends pas tout simplement puisque je n'en ai pas l'opportunité, je n'en ai pas la possibilité financièrement parlant. Donc ce que vous faites, c'est que vous attendez, vous patientez, vous l'avez toujours pas, c'est pas grave. Et puis un beau jour, vous la trouvez. Un beau jour, c'est les soldes. Un beau jour, quelqu'un vous l'offre. Voilà, donc voilà, la vie est pleine de belles surprises. Et il faut prendre les choses comme elles viennent. C'est exactement la même philosophie que j'ai avec les vides-greniers. C'est-à-dire que quand je vais en vide-grenier, je n'attends rien. Et comme je n'attends rien, je ne peux être que ravi. Je ne peux repartir de là que satisfait, à moins de ne rien trouver. Mais c'est très rare. Donc voilà, faites des vide-greniers. N'hésitez pas à ramasser ce que vous trouvez dehors, acceptez les cadeaux, saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Et je dis pas que vous aurez autant de choses que moi, mais au bout de 40 ans, je pense qu'il y a de fortes chances que vous ayez autant d'objets que moi. Voilà. Et écoutez, on va s'arrêter là. Je vais voir ce que va donner ce genre d'idée de vlog, ça peut être rigolo. Voilà, ça m'occupera pour mes 50 ans. Donc en tout cas, j'espère que ce genre d'initiative, de petites discussions vous intéresse. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout restez chez vous, ne prenez pas de risques, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau vlog.